OK. Alors, on va passer à la section divorce maintenant. Moi, je ne suis pas une avocate en droit de famille, mais je voulais souligner que des fois, il y a des conséquences s'il y a un divorce ou s'il y a la violence conjugale à le processus d'immigration pour la cliente. Alors, j'ai donné quelques exemples, mais dans le cas d'une demande d'asile, par exemple, s'il y a la violence conjugale, puis la demande d'asile est liée à celle du conjoint ou de l'époux, c'est une bonne idée d'essayer de parler à l'avocat pour séparer les procédures parce que à ce moment, ça va être très difficile pour la femme de témoigner devant son conjoint qui est en train, où il y a une situation de violence conjugale. Souvent, ça n'arrive pas. Ce n'est pas signifié à l'avocat avant qu'il passe à l'audience, puis ça n'arrive pas après. Puis à ce moment, ça s'agit de demander à la commission de faire une reconsidération, étant donné qu'il y a des nouveaux faits, puis une nouvelle circonstance qui s'est présentée. L'autre exemple, par exemple, l'immigration, maintenant, le ministre est en train de faire beaucoup d'interventions dans les demandes d'asile. Puis, une des interventions qu'ils sont en train de faire, c'est d'accuser la femme d'enlever les enfants d'une façon illégale. Alors, quitter le pays d'origine sans la permission du conjoint. Puis ça va leur rendre exclus de faire une demande d'asile au Canada. Okay? Alors, souvent, ça, c'est traité à l'audience de la demande d'asile. Mais il faut obtenir des documents qui vont appuyer la demande puis montrer qu'il y avait la violence. Parce que souvent, les femmes qui sont en train de fuir la violence conjugale n'ont pas la permission de quitter avec leur enfant. Mais il faut parler avec l'avocat par rapport à tout ça parce que c'est sûr que le ministre est vraiment en train de faire des interventions à ce niveau. Aussi, si vous décidez de faire un divorce ou de vous séparer, c'est très important de parler à un avocat si vous avez une demande de parrainage en cours, une demande de résidence permanente en cours ou une demande de regroupement familial en cours, parce que ça va avoir des conséquences sur votre demande. Oui. Je sais qu'une de mes collègues a une cliente, c'est un petit peu ça, c'est que c'est présentement en cours familial, puis qu'est-ce qui est arrivé, là, c'est qu'ils veulent renvoyer maman sans les enfants. Fait que le père à la garde, à cause de l'école, ça changera moins le dérangement, le déroulement, puis maman ne veut pas partir, puis là, on est quasiment à la fin de... Il n'y a plus rien vraiment qui peut être fait, hein, rendu à... Souvent, il y a le cas où la personne a utilisé tous les moyens d'essayer de rester ici, puis maintenant, il y a un processus de renvoi en cours, mais leurs enfants sont nés ici au Canada, puis sont des enfants canadiens. À ce moment, des fois, il y a la jurisprudence qui parle qu'à la Cour en droit de famille, vous faites un recours pour demander que les enfants n'ont pas le droit de quitter le pays, une interdiction de quitter le pays, puis vous pouvez utiliser ça dans un processus de sursis de renvoi à la Cour fédérale pour dire, regarde, la mère ne peut pas être séparée des enfants, puis l'enfant ne peut pas quitter le pays. Ça ne marche pas. C'est souvent qu'on le fait, on essaye de faire cet argument, mais ça ne marche pas au niveau de la Cour fédérale. À ce moment, il faut concentrer seulement sur les procédures d'immigration, je dirais, puis peut-être obtenir une ordonnance de la Cour de droit de famille pour dire que les enfants ne peuvent pas quitter le pays, juste pour essayer d'utiliser cet argument, mais souvent ça ne marche pas. Ça dépend de cas à cas, il y a des procédures différentes à s'appliquer. Ouais. C'est un peu difficile de dire qu'est-ce qui s'appliquerait dans ce cas-là, parce que ça dépend vraiment de quelle est la situation de la mère, qu'est-ce qui s'est passé avant ça, quelle est la situation des enfants, etc. Donc, définitivement, dans ce cas-là, bon, je pense qu'ils ont déjà un avocat. Mais l'autre chose aussi qu'il faut savoir, c'est que si vous avez un avocat en droit de la famille, ce n'est pas nécessairement un avocat en immigration. Donc, s'il fait les deux, tant mieux, mais définitivement, si ce n'est pas un avocat en immigration, c'est bien d'aller voir un avocat en immigration pour avoir des conseils spécifiques par rapport à la situation sous cet aspect-là.
Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ma question est, il y a beaucoup de femmes qui subissent la violence sous toutes ses formes et qui sont parrainées par les maris et qui préfèrent justement rester dans cette situation que de quitter cette relation à cause justement du parrainage. Est-ce qu'il y a une loi qui protège ces femmes si jamais il y a une qui décide justement de quitter le domicile conjugal à cause de la violence? Est-ce qu'il y a une autre procédure qui peut les protéger ou ces femmes, après cette rupture, donc elles seront automatiquement renvoyées dans leur pays par rapport à cette procédure? Je vous dirais que tout dépend du statut d'immigration de la personne. Donc, une personne peut avoir entamé une démarche de parrainage et avoir à peu près n'importe quel statut au Canada. Est-ce que c'est un demandeur d'asile débouté? Est-ce que c'est une personne qui était là en tant qu'étudiant, etc.? Donc, tout dépend de son statut. Et des fois, les gens ont tendance à croire que bon, le parrainage, c'est l'option, la demande d'asile, c'est l'option, mais il y a peut-être d'autres options qui s'offrent à la personne au niveau c'est-à-dire de prendre son indépendance de son mari puis d'entamer des propres démarches à son niveau. Néanmoins, il n'y a pas de législation ou de loi qui dit qu'une femme qui est victime de violence conjugale, si elle rompt avec son mari dans un processus de parrainage, est protégée, à part pour les cas de résidence conditionnelle. Et ça, c'est des cas de gens qui ont déjà en quelque sorte leur résidence. Mais si le processus est en cours, tout dépend du statut que la personne a. Et dans ce cas-là, c'est à elle d'entamer des procédures pour obtenir un statut permanent sur la base de son statut à elle et non sur la base du parrainage. Donc, c'est vraiment du cas par cas. C'est sûr qu'il y a certaines personnes qui font des demandes humanitaires, oui, mais ce n'est pas applicable à tous les cas. Puis, je sais que souvent, les personnes juste font la demande humanitaire juste pour éviter un problème avec l'immigration, mais c'est sûr que ce n'est pas quelque chose qu'on avise dans tous les cas. Alors, il faut vraiment regarder cas par cas. Pas d'autres questions? Moi, ça me fait penser à un cas où une femme avait sa demande d'asile liée à celle de son mari et l'aide à l'enfance est impliquée. Et nous avons une approche différente, bien sûr, parce que nous utilisons l'approche féministe. Mais du côté de l'aide à l'enfance, la femme aurait fait croire à l'usagère que c'est possible, oui, tu peux te séparer et tout, il n'y a pas de problème. Et pour ta demande, moi, j'ai le pouvoir d'écrire une lettre au fédéral et leur demander de te donner les papiers. Donc, tu peux facilement quitter, il n'y a pas de problème. Tu sépares ta demande et moi, j'ai ce pouvoir. Ça, c'est plutôt les considérations humanitaires. Encore une fois, c'est une demande discrétionnaire. Il n'y a pas de garantie que l'immigration va l'accepter. Alors, c'est leur choix. S'ils veulent prendre le choix de faire ça, ils peuvent le faire. C'est des soumissions qui sont faites au niveau du gouvernement fédéral pour les considérations humanitaires. Mais tout est à discrétion de l'agent qui traite la demande. Alors, il n'y a aucune loi qui leur protège par rapport à ça. Ça peut être accepté, ça peut être rejeté. Puis pour revenir sur la question de séparer les demandes d'asile, c'est possible, comme l'a dit Azadi plus tôt, c'est possible de séparer les deux demandes d'asile, mais ça veut dire que chacune des demandes d'asile va être étudiée indépendamment l'une de l'autre. C'est-à-dire que si votre demande d'asile était basée sur le fait que votre mari est persécuté, ben, il va falloir montrer que vous, en tant que vous avez aussi des risques. Vous pouvez dire, parce que les gens vont encore m'associer à mon mari si je retourne, mais là, c'est des arguments que vous devez présenter par rapport à votre propre cas. Et l'intervenant dont il était question pouvait écrire effectivement une lettre pour l'ajouter au dossier, mais le fait que votre mari qui est ici est violent avec vous n'est pas pertinent pour la demande d'asile, parce que le mari est ici. Donc, en quoi est-ce que c'est pertinent au fait que vous retourniez dans votre pays d'origine? Donc, ça, c'est des aspects qu'il faut regarder quand malheureusement, c'est pas parce que vous êtes victime de violences conjugales que vous êtes un demandeur d'asile. Vous rentrez dans le cadre de réfugié. C'est très difficile de rentrer dans la définition d'un réfugié ou un demandeur d'asile. Et ce qui se passe ici, en général, c'est pas pertinent par rapport à ce qui s'est passé au pays, ou ce qui pourrait se passer si vous retournez. Ils regardent seulement les conditions au pays.
Pour une demande d'asile. Pour une demande d'asile. Pour une demande de parrainage, c'est différent. Alors, pour une demande humanitaire aussi. Alors, ça change, ça dépend du niveau de la demande. Quelle sorte de demande vous avez introduite. Mais le parrainage, c'est sûr, vous pouvez toujours demander à l'agent pour la discrétion, mais ce n'est pas une garantie. Puis, l'autre chose aussi qu'on n'a pas vraiment précisé, c'est que parrainage, c'est difficile de dire que l'immigration va avoir exactement cette attitude. Ça, c'est vraiment du cas par cas. Il est arrivé qu'il y ait des cas d'une femme qui était victime de violence. Elle ne l'a pas dit à l'immigration. Finalement, elle s'est présentée à l'entrevue. Le conjoint devait se présenter à l'entrevue aussi parce qu'il avait dit que même s'ils n'étaient plus ensemble, il allait se présenter. Il n'est pas venu. Et la dame, finalement, a commencé à pleurer. Elle a expliqué la situation à l'agente. Puis finalement, l'agente, ce qu'elle a décidé de faire, c'est faire comme si rien ne s'était passé. Puis elle a continué avec la demande de résidence. Puis la dame a obtenu sa résidence. Ça, c'est un cas particulier. Donc, ça veut dire que ce n'est pas noir ou blanc. Ça peut être gris. Mais dans les lois, ce qui est dit, c'est que si la relation est finie, c'est fini pour le parrainage. Maintenant, ce qui se passe dans la pratique, des fois, ça peut un peu varier. Donc, définitivement, puis ça dépend du cas de la personne. Donc, définitivement, l'idéal, c'est d'aller voir un avocat puis d'essayer de voir quelles sont les options qui existent.